7h30 tout pile. On va juste avant remercier le consulat du Luxembourg, le consulat de Luxembourg comme on dit, pour l'accueil qui n'est pas le premier accueil. Donc on vous remercie Madame la Consul de nous accueillir et on va vous laisser nous dire quelques mots d'introduction. Avec grand Merci plaisir, encore. avec grand plaisir. Monsieur le Président, chers membres de la Société d'Histoire des Français de Chine, chers amis, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. C'est un très très grand plaisir pour moi de vous accueillir à nouveau ce soir au sein de notre consulat pour une conférence consacrée à l'histoire de la Chine. Depuis maintenant 4 ans, le consulat a le privilège d'organiser ces rencontres ensemble avec la Société d'Histoire des Français de Chine, rencontres qui visent à approfondir notre compréhension de l'histoire de notre pays d'accueil et à favoriser le dialogue. Ce soir, nous allons nous plonger dans un sujet qui est à la fois vaste, fascinant et complexe, notamment celui des concessions. Et oui, la Chine, c'est aussi une histoire des ports étrangers et des concessions. C'est donc à la deuxième moitié du XIXe siècle que la Chine et Shanghai se sont ouverts au commerce international à travers ces ports étrangers. À l'époque, Shanghai était un véritable carrefour de rencontres culturelles, de savoir-faire et d'innovation, ville emblématique qui incarne parfaitement encore aujourd'hui l'esprit de cette période historique. Cette soirée sera pour chacun d'entre nous une occasion unique d'apprendre davantage sur les différentes périodes qui ont marqué l'essor de Shanghai et qui ont contribué à son statut actuel de capitale économique, mais aussi de partager nos perspectives et vues avec notre conférencier. Sans plus attendre, j'ai le grand honneur de céder donc la parole à notre intervenant, M. David Morisot, président de la Société d'Histoire des Français de Chine, qui va nous guider à travers cette exploration historique et qui va nous aider à trouver là ou les réponses à la question « C'est quoi une concession ?» Mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous pour votre présence ce soir et il me reste de vous souhaiter une excellente conférence et une très belle soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, écoutez, on va d'abord faire une rapide introduction de la Société d'Histoire. J'imagine que certains d'entre vous sont là pour la première fois. Pour qui c'est le cas? Ouais, c'est pas mal, hein? Ok. Donc, rapide introduction. On va d'abord faire une rapide introduction. Ensuite, on va introduire la conférence. Et puis ensuite, le conférencier que je suis ce soir de façon exceptionnelle va faire la conférence. Le format est en gros 45 minutes de présentation. Et ensuite, on a un moment de questions-réponses et puis après, on va partager un petit verre et puis un peu à manger. Donc, pour introduire, encore une fois, un grand merci au consulat de Luxembourg. On est soutenu de façon régulière depuis 4 ans en effet. Et on vous remercie, ainsi que Henri qui nous a aidé à coordonner aujourd'hui cette conférence. Donc, merci beaucoup. Belle salle en plein centre de Shanghai à Jing'an. Donc, la Société d'Histoire, c'est une association loi 1901 en France, donc on est des bénévoles. Les bénévoles sont toujours bienvenus si vous voulez nous aider, etc. On est 9 bénévoles au total. Donc on a Benjamin, Thierry qui sont au fond, on a Christophe qui est là, et j'espère que j'oublie personne d'autre. Et oui, Chong qui va m'introduire tout à l'heure, qui s'occupe des conférences, le club recherche, je ne sais pas comment te définir Thierry, mais tu fais tout ce qui est IT, etc., mais aussi le setup des téléphones, etc. Et Benjamin qui aide à coordonner ce que vous allez manger tout à l'heure, et les différentes salles, etc. Donc vous voyez, ça peut être plein de compétences différentes et vous n'êtes pas obligé d'avoir un master ou d'avoir fait une thèse en histoire pour nous rejoindre.
Voilà. Bon, donc, on fait des conférences une fois par mois à Shanghai, en présentiel, comme on dit. On fait des podcasts aussi une fois par mois avec Michel qui s'occupait avant des conférences. On fait des articles. Vous pouvez nous suivre sur WeChat. Sur WeChat, on a à peu près 4000 followers, donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire. On a un super site internet. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des vidéos, un club recherche dont je parlais tout à l'heure. Si vous faites des recherches sur vos ancêtres, sur des sujets qui vous intéressent, etc. On va parler normalement la prochaine fois au mois de février. Enfin, on en reparlera tout à l'heure avec le programme, mais on a le professeur Christian Henriot, qui est assez connu sur l'histoire de la concession française en particulier, qui va nous parler de l'IA et de la recherche historique. Donc ça, c'est des jolis sujets d'actualité, on va dire, sur la recherche. Voilà tout ce qu'on fait à la Société d'Histoire. On le fait pour le plaisir. On n'est pas une association qui fait des bénéfices. Hein. On est vraiment là pour s'amuser. Et donc, si vous pouvez venir nous aider, n'hésitez pas et dites-le nous. Voilà, quand vous voulez. Voilà, de façon très très rapide pour ne pas prendre trop de temps. Et puis maintenant, on va introduire le sujet exceptionnel aujourd'hui, puisque c'est moi qui parle. Vas-y. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être ici ce soir pour cette conférence consacrée à un sujet à la fois historique, urbain et profondément international, les ports étrangers et les concessions en Chine. J'ai le grand plaisir d'accueillir David Morisot, notre conférencier d'aujourd'hui. David est président de la Société d'Histoire des Français de Chine depuis 2018, diplômé de Sciences Po X, et l'UM Lyon, parfaitement sinophone. Oui. Il vit en Chine depuis plus de 20 ans. Ses recherches portent principalement sur les lieux de mémoire français en Chine et il est l'un des meilleurs vulgarisateurs francophones sur l'histoire des présences étrangères dans l'Empire du Milieu. C'est vrai. Oui. Alors, une concession en Chine, c'est quoi? Après les guerres de l'opium, certaines villes comme Shanghai, Tianjin ou Hankou ont vu naître des quartiers gérés par des puissances étrangères avec leurs propres lois, leurs polices, leurs impôts. Ce n'étaient pas ni des colonies classiques, ni de simples enclaves, mais des espaces hybrides où Chinois étrangers vivaient, souvent difficilement côte à côte. Ces concessions, souvent devenues des laboratoires urbains, tramways, banques internationales, journaux multilingues, mais aussi tensions et inégalités. Bref, de petits mondes où se jouent des enjeux globaux. Et c'est ce parcours à travers l'histoire de ces espaces uniques que David Morisot va nous présenter ce soir. Je vous invite donc à ouvrir les yeux et les oreilles. Car comprendre les concessions, c'est comprendre une part essentielle de l'histoire moderne de la Chine, mais aussi l'histoire de la mondialisation urbaine. Merci encore d'être parmi nous. Je laisse maintenant la parole à David Morisot. Merci. Bravo. Donc Chong est notre nouveau responsable conférence. Il a fait l'introduction, tu as fait ta première conférence avec nous en septembre dernier et on t'a validé à ce moment-là. Et donc aujourd'hui, c'était ta première introduction de conférence et il y en aura encore plein d'autres, je suis sûr. Merci. Ok, alors ce soir, on va commencer. Donc mon introduction. Pour vous parler des concessions des ports étrangers, on a beaucoup de termes en fait qui nous viennent à l'esprit quand on habite à Shanghai, quand on est en Chine. C'est des choses dont on entend beaucoup parler. Concessions, colonies, territoire à bail, port ouvert. Il y a un certain nombre de vocabulaires. Qu'est-ce qu'on met derrière? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle était la réalité? Quand ça a commencé? Comment ça a fini? Etc. L'idée, c'était d'avoir en fait une présentation de vulgarisation en fait de tous ces éléments de contexte dans lesquels on baigne plus ou moins puisque on vit sur la suite de cette histoire-là et on s'est dit que c'était pas mal en fait de contextualiser tout ça. On fait donc de la contextualisation historique, on va dire. Donc on va parler d'une histoire qui n'est pas simple. Tout à l'heure, on était à table avec quelques personnes, on parlait d'ombre et de lumière de la colonisation. C'est un vaste sujet, c'est compliqué. L'idée ce soir, c'est pas de prendre parti, mais juste de raconter comment les choses étaient, et puis surtout juridiquement, qu'est-ce que ça voulait dire. On va parler d'extraterritorialité, etc. Voilà, c'est essayer de vous donner les éléments, et puis ensuite, si ça vous intéresse, vous allez creuser.
et puis vous faites votre propre avis si c'était bien ou pas bien, et j'ai toujours pas de réponse. Hein. Donc voilà, de façon assez rapide, l'introduction et le sujet. Donc normalement, je vous le présente, hein, comme je suis un petit consultant, moi, je fais des jolis slides avec des jolies phrases qui résument mes slides, mais voilà, l'objectif de cette conférence ce soir, c'est que vous soyez incollables sur le sujet. Vous me direz si on y arrive. Mais voilà, on va parler de ces villes, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, où plusieurs mondes cohabitaient, chacun avec leurs règles et de façon plus ou moins harmonieuse. Donc voilà, sujet souvent mal compris. On va parler de comment ça a commencé, le concept, qu'est-ce que c'est que les ports ouverts, concessions, territoires à bail, etc. On va regarder, on va avoir un certain nombre de cartes, comment tout cela fonctionnait, privilèges, etc. On va aussi faire quelques comparaisons. C'est intéressant de regarder à quel point le système est en réalité pas si unique à la Chine. On va comparer avec le Japon, la Corée, puis on va voir comment tout ça s'est fini. Voilà un peu le plan de la soirée pour vous donner une grille de lecture simple et claire. C'est ambitieux, hein. Allez, donc, les ports ouverts en Chine. On va commencer, on va remonter le temps avant ce 19e siècle dont on parlait tout à l'heure. On va parler de la fin du 18e siècle, quand finalement on a des puissances étrangères qui commencent à côtoyer la Chine de façon de plus en plus proche et veulent l'ouvrir au commerce. Et on a cette première grande mission diplomatique qui est connue pour ceux qui ont lu Alain Perfit, l'Empire immobile. Les Anglais, 1793, débarquent en Chine en se disant on va leur montrer tous les avantages du commerce et on va leur vendre nos meilleurs produits, ils vont nous vendre leurs meilleurs produits et puis tout le monde va bien s'entendre et ça va être formidable. Et finalement, je vous la fais de façon très courte parce que ce n'est pas le sujet, mais on a une Chine à cette époque-là qui est fermée et qui ne veut pas vraiment s'ouvrir. L'empereur Qing de cette époque-là c'est l'empereur qui est ici, va répondre que finalement en Chine il y a tout ce qu'il faut, on est un grand pays, un grand continent même, et les manufactures des barbares étrangers ne nous intéressent pas tout à fait. Donc voilà, on est dans un système qu'on appelle le système de Canton. Pourquoi le système de Canton? Parce qu'en réalité, le port de Canton, jusqu'au milieu du 19e siècle à peu près, c'est le seul port ouvert aux étrangers en Chine. C'est pour ça qu'on appelle ça le système de Canton. Donc à Canton, il y a un petit quartier qui est réservé pour les étrangers et qui est uniquement dans cet endroit-là, l'endroit où les marchands et les étrangers ont le droit de débarquer et d'embarquer des marchandises. Il n'y a pas d'autre endroit en Chine où c'est autorisé. C'est un système qui est fondé sur un monopole, c'est-à-dire qu'il y a des marchands qui font l'intermédiaire entre l'administration chinoise et les commerçants étrangers, ça s'appelle les Zhorong, c'est un mot qui vient du portugais si je ne me trompe pas, et qui détiennent en fait ce monopole. Ils fixent les prix, ils fixent beaucoup de choses, les quantités de ce qui peut être vendu aux étrangers, et donc tout ça est contrôlé de manière très stricte. Dans ce quartier de Canton, pas de résidence permanente, pas de femmes, hein, on est à une époque qui n'est plus le cas aujourd'hui, et puis pas de contact aussi avec l'administration directe chinoise. C'est vraiment, on a en fait une petite caste qui est dédiée au commerce avec les étrangers, et c'est limité dans ce port de Canton. Donc vous voyez ici 1830, une illustration de cet endroit, de ce quai de commerce à Canton. Vous voyez les drapeaux des Hollandais, des Britanniques, des Américains et des Français, 1830. Il y a normalement... Comment? Luxembourgeois? Non. Non. C'est le néerlandais. C'est néerlandais, oui, la compagnie orientale. J'ai creusé le sujet parce que je savais qu'on était ici, mais en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, comment tout ça, le système de Canton s'est effondré avec ce qu'on appelle la première guerre de l'opium, tu en as parlé à l'instant, où finalement les Britanniques vont forcer les Chinois à s'ouvrir au commerce à coups de canon, c'est aussi simple que ça. Et je vous passe les détails parce que ce n'est pas le sujet, mais évidemment la guerre de l'opium, le sujet central c'est le commerce de l'opium, qui n'est pas forcément un commerce qui est censé être légal, mais ça se fait sur cette base-là. Donc la guerre dure de 1839 à 1842, elle se finit par la défaite de l'Empire chinois, et l'Empire chinois va être forcé à signer le traité de Nankin que j'ai noté là-haut, et qui va ouvrir des ports supplémentaires par rapport au seul port de Canton. Donc il y a 4 nouveaux ports qui sont ouverts.
ce qu'on appelle Amoy, qui est Xiamen, Fuzhou, Ningbo et Shanghai sont des nouveaux ports, enfin des ports supplémentaires qui sont ouverts au commerce avec les Britanniques dans un premier temps. Et les Britanniques, dans ces ports-là, vont avoir le droit de résider, de commercer. On abolit le monopole dont je parlais avant, et ils vont avoir le droit, sur ces terrains-là, de louer des terrains pour faire du commerce. Donc voilà, ça c'est le résultat du traité de Nankin et de la première guerre de l'opium. S'il faut le mettre dans un contexte mondial, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. En réalité, on a des précédents avant 1842 qui existent déjà entre des Occidentaux et d'autres pays. On peut faire remonter ça en fait jusqu'aux Ottomans et le XVe siècle avec ce qu'on appelle en fait les capitulations avec l'Empire ottoman, où Venise par exemple avait un accès privilégié à certains ports de l'Empire ottoman, et ça va être la même chose à l'époque de François Ier. Vous connaissez que l'histoire de France où François Ier va vouloir faire une alliance de revers avec les Ottomans, etc. Enfin bref, il y a un rapprochement. Et la France a quelques privilèges dans l'Empire ottoman dès 1535. On appelle ça les capitulations. Et c'est sur les ports d'Alexandrie, de Smyrne, de Salonique, etc. On a la même chose ensuite, petit à petit, aussi dans d'autres géographies, avec la Perse, par exemple, au XVIIe siècle, avec la Russie, le Royaume-Uni, etc. Et à chaque fois, c'est un peu les mêmes choses. On a des exemptions fiscales, des juridictions spéciales, etc. Parce qu'on juge que certaines choses sont trop compliquées à gérer. Et donc, sur certains petits territoires, en fait, on va permettre que les étrangers s'auto-administrent d'une certaine façon. Et voilà, on va retrouver un peu les mêmes principes en Inde, en Asie du Sud-Est, etc., etc. Donc ce que font les Anglais au XIXe siècle est finalement pas quelque chose d'unique. Et on a des quartiers comme ça, petit à petit, vous connaissez peut-être Istanbul, mais le quartier de Galata, qui est sur le nord de la Corne d'Or, était un quartier quasiment un peu une concession d'une certaine façon qui était réservée aux étrangers pour habiter et pour faire du commerce avec l'Empire ottoman. Donc comment ça s'est passé petit à petit en Chine? On a eu d'autres événements, d'autres guerres, encore d'autres défaites de l'Empire Qing, et en fait on va avoir de plus en plus de ports qui vont être ouverts à l'Empire, ouverts aux étrangers. Et donc c'est pas uniquement, vous avez en tête des concessions à Tianjin, vous avez Shanghai, Ningbo, on vient d'en parler, etc. Mais en réalité, les ports ouverts, on en a à la début du XXe siècle, on en a 80 qui sont ouverts spécifiquement pour que les étrangers fassent du commerce. Donc, bien évidemment, tout ça ne se crée pas d'un seul coup, et il y a différentes ouvertures, etc. Et puis il y a de plus en plus de privilèges qui sont octroyés aux étrangers. Dans un premier temps, on vient d'en parler, c'est uniquement les Britanniques, et on leur donne donc ce fameux privilège d'extraterritorialité, c'est-à-dire qu'ils sont jugés que par leurs propres lois et par leurs propres administrateurs, donc par leurs consuls. Et ça va être le cas ensuite par les États-Unis, la France, la Russie, l'Allemagne vont avoir le même type de traité que les Britanniques. Ça, c'est entre les années 1843 et 1858. Extraterritorialité, de plus en plus de ports ouverts. 1858-1860, c'est la seconde guerre de l'opium. Donc c'est les Français, les Anglais. Vous connaissez le sujet du sac du palais d'été. On en a parlé à l'instant. Le sac du palais d'été, etc. Donc la Chine est encore forcée à ouvrir encore plus de lieux. Donc voilà, des nouvelles villes. Certaines villes sont sur le Yangtze, puisque c'est un couloir de communication où on fait énormément de commerce. Le Yangtze devient libre de navigation, enfin il est forcé à la libre navigation, donc c'est-à-dire qu'on peut pas, les Chinois ne peuvent pas arrêter les navires de commerce étrangers qui viennent jusque-là. On donne de plus en plus de droits. Pour la France en particulier, il y a une protection de tout ce qui est les missions catholiques qui sont donc octroyées aux Français. Mais voilà, droit de bâtir des missions, des hôpitaux. On a petit à petit aussi des projets commerciaux comme des lignes de chemin de fer qui sont construites par des financements étrangers et qui sont ensuite administrés par des étrangers. Donc des territoires qui sont enlevés d'une certaine façon à la souveraineté chinoise, etc., etc., etc. Donc ça fait une complexité de situations qui est juste incroyable et qui ne se limite pas simplement aux quelques concessions que vous avez en tête. Donc c'est un réseau de 80 ports ouverts, mais aussi, comme je vous ai dit, de chemins de fer et de voies maritimes qui sont ouverts au commerce étranger.
Donc c'est très très vaste. La concession, dans ce cadre-là, est quelque chose d'un peu particulier. En fait, dans un port ouvert, donc par exemple Shanghai, on va prendre l'exemple de Shanghai, comme il y a une grosse concentration d'étrangers, dans certains ports ouverts, on va carrément donner un bout de territoire à l'administration des étrangers. En chinois, on utilise le terme zhujie. Zhujie, si on le traduit mot à mot, c'est un territoire qui est en location, un territoire en bail. Donc ce n'est pas quelque chose qui est donné aux étrangers, c'est quelque chose qui est en réalité loué aux étrangers et sur lequel ils peuvent s'organiser. Donc on a un transfert fonctionnel de l'autorité dans les concessions. Donc ça veut dire, pas dans tous les ports ouverts qu'on a vus, mais dans certains ports ouverts, il va y avoir des territoires qui sont réservés aux étrangers où ils vont s'autogérer d'une certaine façon. Et les étrangers vont avoir donc le pouvoir administratif sur ces territoires avec tout ce qui est service public, la police, la justice, etc. Ce territoire-là sera totalement sous un statut juridique d'extraterritorialité et puis il y aura un régime foncier qui est particulier. C'est important parce que en fait, quand les étrangers achètent des droits de propriété, par exemple à Shanghai, la pleine propriété du sol ne leur appartient pas. En réalité, c'est un bail de longue durée qu'ils vont avoir et qui est négocié dans ce qu'on appelle des land regulations pour Shanghai avec les autorités chinoises. Donc on est sur quelque chose de relativement complexe et peut-être de moins simple que ce que vous avez en tête. On va prendre, pour être très concret, l'exemple de Shanghai. Shanghai, au tout départ, c'est une concession anglaise. Ensuite, c'est une concession américaine et ensuite, c'est une concession française. On a trois États qui vont avoir leur propre secteur. Les Anglais et les Américains vont décider de se mettre ensemble et vont créer le Shanghai Municipal Council pour administrer leurs deux concessions, mais ensemble. C'est ce qui va devenir donc la concession internationale. Donc ça, c'est l'administration commune à l'origine des Américains et des Anglais où ils vont partager, donc ensemble, ils vont gérer avec un conseil d'administration la compétence des polices, des douanes locales, des travaux publics, etc. Et à côté de ça, on a une concession française. La concession française, à l'origine, elle devait rejoindre la concession internationale, mais les Français n'étaient pas d'accord, ils trouvaient que ce n'était pas bien. Ça ne leur a pas plu, je vous la fais de façon très courte. Le consul de France a piqué sa crise, ça lui arrive de temps en temps. Et finalement, il a décidé de conserver sa propre concession. Donc ça fait que sur une géographie comme Shanghai, on a trois administrations pour une même géographie, si vous voulez. On a donc un bout du territoire qui est géré par le Shanghai Municipal Council de la concession internationale, un autre bout de territoire qui est géré par le consul de France avec la concession française, et on a une administration bien sûr aussi de la ville chinoise qui est gérée par les Chinois eux-mêmes. On va voir ça sur une carte tout à l'heure. Donc des concessions, on a vu tout à l'heure, on a plein de ports qui sont ouverts aux étrangers pour venir y faire du commerce, mais des concessions, on en trouve. Bon, là, il faut mettre des dates à certains moments parce qu'il y a des concessions qui commencent, qui finissent, etc. Donc, c'est jamais très simple. Mais les plus grandes concessions sont celles-ci. Et voilà la carte telle qu'elle était en 1902, par exemple. Et vous voyez la complexité de la situation. C'est-à-dire qu'on va commencer par Tianjin, on écrivait Tianjin à l'époque. Tianjin, c'est une ville avec 9 concessions. Vous avez les Britanniques, les Français, les Américains, ça c'est les Allemands, ça c'est un vieux pays qui n'existe plus. Ça c'est l'Autriche-Hongrie, l'Italie, le Japon, la Belgique et la Russie. Voilà pour Tianjin, 9 concessions. Donc vous voyez qu'il y a plus complexe que Shanghai. Qingdao, c'était une concession allemande. Il en reste la bière, si vous voulez. Zhenjiang, sur le Yangtze, un petit peu plus à l'ouest de Shanghai, concession britannique, un peu comme Zhujiang ici, qui sont des ports importants le long du Yangtze, c'est des concessions britanniques. À Shanghai, donc ça c'est le drapeau de la concession internationale, et il y avait aussi donc les Français, ça c'est Shanghai. Wuhan, on avait jusqu'à 5 concessions, les Britanniques, etc., Français, Allemands, Japonais, Russes. Ville importante pour le commerce sur le Yangtze.
À Xiamen, on a une île, je ne sais pas pour ceux qui sont allés à Xiamen, mais vous avez une île qui était la concession des étrangers où il y a plein de différentes nationalités en fait qui avaient fait une sorte de concession internationale. Ils se géraient de façon communautaire, on va dire, collégiale, un peu comme à Shanghai dans la concession internationale. Et à Canton, vous avez Shamian, pour ceux qui connaissent Canton, qui était partagé 2 tiers, 3 quarts avec les Britanniques et puis un petit tiers côté français. Donc vous voyez, on a plein de situations différentes et on a, je ne sais plus ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 concessions, 8 villes qui ont des concessions en Chine. Et il ne faut pas imaginer en fait que c'est des territoires où il y a un mur autour et puis il ne faut pas imaginer ça comme je ne sais pas, ici on traverse la Yan'an et puis tout d'un coup vous avez un contrôle de passeport et vous rentrez dans la concession française et c'était pas comme ça que ça se passait, c'était pas des villes qui étaient murées, c'était bien qu'il y ait eu des administrations qui soient différentes, il y avait une liberté de passage, en tout cas dans les moments de paix, quand il y a eu des moments de tension, il y a eu des murs qui ont été construits, mais dans les moments normaux, on va dire, on passait de l'un à l'autre, du système chinois au système français, au système international, etc. Et tout ça cohabitait ensemble. La population, j'aime bien parler de ça aussi, mais la concession française, est-ce que vous savez à son maximum quelle était la population française dans la concession française ? Son maximum, c'était 2500 Français. Donc, c'est rien du tout, on est plus aujourd'hui. Mais c'était largement plus de Chinois. Et c'était plusieurs centaines de milliers de Chinois dans la concession française, par exemple. Donc, ce n'étaient pas des quartiers qui étaient isolés de la Chine et des Chinois, d'une certaine façon. Il y avait dans la concession française jusqu'à 20 000 Russes blancs, par exemple. Donc il y avait plus de Russes, il y avait même plus d'Américains dans la concession française que de Français, parce qu'il y avait le lycée américain dans le territoire de la concession française. Donc il y avait plein d'Américains dans la concession française. Bref, donc tout ça cohabitait. Évidemment, on est à une autre époque, il y avait des hiérarchies, etc. On retrouve dans les concessions étrangères, les étrangers étaient principalement des fonctionnaires, des commerçants, des missionnaires, etc. Et les résidents chinois, pour la vaste majorité d'entre eux, étaient un cran en dessous, on les trouvait au service des étrangers, commerçants, artisans, etc. Mais n'empêche que dans la concession à Shanghai, les hommes d'affaires les plus riches étaient souvent les hommes d'affaires chinois, évidemment. Shanghai, de cette façon-là, on crée une culture qui est assez unique. Shanghai est une ville qui s'est créée de cette façon-là, où finalement, pour les élites et puis les entrepreneurs chinois, c'est devenu une sorte de laboratoire où ils sont venus apprendre, ils se sont moulés dans le moule du commerce à l'occidental, et puis ils ont créé leur propre bourgeoisie d'une certaine façon chinoise à partir de ces lieux-là. C'est à partir de ces lieux-là, en fait, où la modernité, d'une certaine façon, est entrée en Chine. Opportunités de commerce, d'industrie, de liaison avec le monde extérieur, etc. Et on retrouve ce que vous connaissez aujourd'hui, si vous voulez. Ce qui reste aujourd'hui, c'est une imbrication de styles architecturaux qui est juste extraordinaire. Et plein d'autres choses. Le cinéma à l'époque, c'était juste, il y avait des influences qui venaient d'absolument partout. Donc c'est juste, on parle à Shanghai de Haipai pour dire le style de Shanghai, parce qu'il y avait vraiment quelque chose qui était d'unique, une sorte de fusion entre l'Occident et l'Orient qu'on trouvait uniquement dans ce type d'endroit en fait, et surtout à Shanghai, parce que Shanghai c'était quand même la ville où il y avait le plus d'étrangers. Donc, je vous parlais d'une carte, et voici une carte de Shanghai. Et on va aller au-delà de ce qu'on vous montre d'habitude. Donc si vous voulez, la ville chinoise, à l'origine, avant que les étrangers s'installent, elle est là. On reconnaît encore le cercle de la vieille muraille. C'était une ville de 40-50 000 habitants avant que les étrangers arrivent. Donc voilà la ville chinoise qui a toujours resté sous administration chinoise, ça n'a jamais changé. Les Anglais, au tout départ, donc c'est le Bund si vous voulez, se sont installés sur cette partie A, ils ont eu une extension ensuite sur la partie B, et puis les Américains étaient sur la partie C. C'est ça qui a fusionné et qui a donné la concession internationale A, B, C, puis après il y a eu des extensions et D. Toc, 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 tout ça, tous ces territoires en bleu, jaune, rouge, etc., étaient les territoires qui étaient sous administration de la concession internationale. Et côté français,
on avait au tout départ ce petit bout de territoire entre la ville chinoise et la concession anglaise qui ensuite a été, il y a eu des extensions qui sont allées jusqu'ici, qui est Sujiahui. Donc voilà en gros, enfin Huashanlu qui est ici aujourd'hui, voilà la concession française. Donc on a 3 administrations différentes, la ville chinoise qui ensuite s'est étendue, y compris au nord ici, qui étaient des quartiers sous administration chinoise, des quartiers sous administration de la concession internationale et le quartier de la concession française. Voilà la complexité de Shanghai. Et je vous ai rajouté encore une autre complexité, qui était une autre façon en fait d'agrandir les concessions. Ce qu'on appelle les routes externes est une extension, si vous voulez, de la concession internationale. La concession internationale a dit, ben voilà, on va continuer, nos résidents ont besoin de routes modernes à l'ouest de la ville, on va construire des routes et puis toutes ces routes, on va les garder parce que c'est nous qui les avons construites, on va les garder sous notre administration. Et en fait, il y avait des extensions, il y a une sorte d'extension, si vous voulez, en dehors du territoire formel de la concession internationale, qui allait, ici, c'est quoi ? C'est pas encore construit, mais ça, c'est l'aéroport de Hongqiao aujourd'hui. C'est pour ça, en fait, le long de cette grande route, vous avez plein de maisons de campagne, c'est Hongqiaolu. Donc voilà, et c'était plus ou moins, vous voyez qu'on est dans, il y a beaucoup de plus ou moins, donc il n'y a pas de, c'est ce qu'on va voir en fait tout le long de la présentation. Là, on a des territoires des concessions, est-ce que ça c'est le territoire des concessions ou pas ? C'est très ambigu en réalité, mais c'était administré par la concession internationale et puis ensuite ça s'est perdu petit à petit quand il y a eu les tensions avec les Japonais, etc. etc. Je ne vais pas rentrer dans des complications, mais vous voyez que voilà, juridiquement, on poussait son avantage jusqu'où on pouvait le pousser en réalité. Donc voilà, baladez-vous dans ces coins-là, vous voyez, encore aujourd'hui, il y a plein de maisons. Et puis du côté du parc de Ronco aussi, vous avez, c'était des quartiers qui étaient en réalité des sortes d'extensions de la concession internationale. Voilà. Alors, pour complexifier les choses, parce que ce n'est pas encore assez compliqué, on va parler encore d'autres choses, de colonies, parce que bien sûr, vous allez me dire, et Hong Kong alors, qu'est-ce que c'est Hong Kong, Macao, Taïwan est tout un sujet, on ne va pas passer trop de temps non plus là-dessus, mais on a d'autres territoires dont on ne parle pas de port ouvert, on ne parle pas de concessions, on parle parfois de colonies, on parle aussi de territoires à bail. Donc c'est encore de la complexité, encore des sujets en termes juridiques, il n'y a rien qui rentre dans une seule case, si vous voulez. Donc, on va commencer par le haut pour aller vers le bas. On commence. Port Arthur, c'est Dalian aujourd'hui, de façon rapide, a été loué par les Russes. Vous connaissez l'obsession des Russes pour avoir un port qui soit en eau chaude. Donc c'était une façon à eux d'avoir accès. Il y a Vladivostok ici, ils voulaient un autre port ici. Ils ont signé un traité avec les Chinois pour avoir pendant 25 ans un bail sur le port, sur ce port Arthur, etc. Et ça va être, vous savez que les Russes vont être défaits par les Japonais en 1904, ça va être ensuite pris par les Japonais qui vont conserver le bail encore plus longtemps. Ça, c'est une première situation. Ensuite, 1898, on a les Allemands, parce que la puissance européenne à la fin du 19e siècle et encore au début du 20e siècle, celle qui émerge à toute vitesse, c'est l'Allemagne. Et l'Allemagne est un peu en retard comparée aux autres pays que sont la France et l'Angleterre et veulent aussi conquérir des colonies. Donc de la même façon, eux, ils vont louer pour 99 ans un territoire, donc ça c'est Tsingtao, et tout autour de Tsingtao, en fait toute la région, c'est ce qu'on appelle la région c'est Jiaozhou, je crois, ça c'est la transcription ancienne, mais tout le territoire de Jiaozhou, qui est donc beaucoup plus grand que juste la ville, va être loué pendant 99 ans à partir de 1898. Ils vont le perdre en 1914 aux Japonais. Je vous passe les détails, mais il y a beaucoup de choses à dire en réalité. Les Anglais, quand ils vont voir ça, ils vont dire si les Allemands ils ont quelque chose là, moi je veux quelque chose là. Donc les Anglais ils veulent toujours ne jamais être en retard. Wei Highway va devenir aussi un territoire qu'ils vont louer pour. C'est français de dire du mal des Anglais. Pour louer pour 25 ans, ils veulent louer ce territoire Wei Highway. Qui, vous voyez, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que sur certaines dates, vous voyez que certains territoires, certaines concessions vont être rendues dès les années 1920, dès les années 1930 en réalité. Voilà.
On a la situation de Taïwan qui est la souveraineté pleine et entière et cédée pour une durée indéterminée au Japon en 1895. Donc le Taïwan va passer sous souveraineté japonaise jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Hong Kong, c'est compliqué, on va voir ça après, parce qu'il y a des bouts de Hong Kong qui sont donnés à perpétuité et puis d'autres qui sont loués pour 99 ans. Macao, c'est un très très vieux comptoir commercial des Portugais et ils vont mettre très longtemps avant que ça soit reconnu comme un territoire qui est portugais en fait. Et ils vont y arriver qu'en 1887. Donc avant ça, c'est une sorte de port ouvert où il y a juste beaucoup de Portugais et puis beaucoup de missionnaires catholiques si vous voulez. Et ça va être rétrocédé en 99 comme vous le savez. Et puis les petits Français, ils veulent aussi leur territoire à bail qui leur appartient à eux, un peu comme les Anglais à Hong Kong, ils veulent leur Hong Kong en réalité, et ils ne le veulent pas trop loin de l'Indochine, et donc ils vont trouver ce port-là qui est Guangzhou-Wan, qui est Zhanjiang aujourd'hui, et qui est donné à la France pour 99 ans. Donc voilà, là on est sur des bails avec des durées déterminées. Les concessions qu'on a vues à Shanghai, par exemple, c'est sur des durées qui sont indéterminées. Il n'y a pas de limite. Donc voilà, on est encore sur quelque chose de différent. Hong Kong, c'est intéressant d'en parler parce que là, on a vraiment une cohabitation de beaucoup de choses. Dans un premier temps, l'île de Hong Kong, ça c'est le traité de Nankin qu'on a vu à la fin de la première guerre de l'opium. L'île de Hong Kong, elle est donnée à perpétuité aux Britanniques en pleine souveraineté, mais uniquement l'île de Hong Kong en 1842. Et là, les Britanniques y envoient un gouverneur et le dirigent comme une colonie, proprement comme une colonie anglaise, comme dans d'autres endroits dans le monde. En 1860, seconde guerre de l'opium, ils remettent ça, et, parce qu'ils trouvent qu'ils sont un peu à l'étroit ici, ils veulent un bout sur le continent, comme ils disent, et en 1860, ils ont le même statut, mais pour la partie Kowloon qui est en face. Et puis 1898, ils veulent encore une extension, mais cette fois-ci, ils n'arrivent pas à avoir une extension qui est cédée indéfiniment, ça va être une extension seulement d'un bail qui dure pour 99 ans. Et c'est ce qu'on appelle les nouveaux territoires. La géographie telle qu'elle existe dans les noms à Hong Kong est toujours la même. Donc voilà, ils ont tout ça, et puis on arrive après la Seconde Guerre mondiale, les choses ont évolué, etc. On va le voir tout à l'heure. Dans un premier temps, enfin juste pour vous le dire rapidement, Londres va soit envisager une restitution, soit une prolongation du bail. Enfin, ce qu'ils voudraient, c'est prolonger ce bail-là pour encore 100 ans, etc. Ou peut-être le rendre. Enfin, il y a des va et des viens en fonction des différents gouvernements britanniques. Mais à cette époque-là, Pékin juge que c'est quand même intéressant de garder le statu quo parce qu'il y a des intérêts commerciaux, il y a beaucoup de choses qui se passent via Hong Kong. Donc dans un premier temps, il ne se passe pas grand-chose. C'est seulement quand on arrive plus proche du terme de ce bail-là, vous voyez que le terme du bail des nouveaux territoires, c'est 1997. C'est seulement en fait dans les années 80 qu'il va y avoir une vraie négociation entre les Britanniques et les Chinois. Et Deng Xiaoping, à cette époque-là, il va dire, parce que ce que voulait négocier Thatcher, c'était de dire, nous on conserve ça, et puis si vous voulez, on peut vous restituer ça de manière... il voulait d'une certaine façon trouver un modus operandi pour conserver Hong Kong sous souveraineté britannique, parce que c'était quelque chose qu'on leur avait donné à perpétuité. Et Deng Xiaoping va leur faire comprendre qu'il faut tout restituer ou sinon ça va mal se passer. En réalité, c'est très simple. De toute façon, toute l'électricité, l'eau, etc. venait du continent. Donc il y avait un certain nombre il y avait un rapport de force qui était largement à l'avantage des Chinois et les Britanniques n'ont pas eu beaucoup de choix en réalité. Et en 1997 a donc lieu la rétrocession que vous connaissez. Mais voilà, vous voyez à Hong Kong, on a donc des bouts qui sont donnés à perpétuité, d'autres qui sont loués pour 99 ans, et on a donc une coexistence de différents statuts juridiques. Pour faire un focus sur la France uniquement, les ports ouverts que la France va ouvrir jusqu'au début du XXe siècle, il y en a une cinquantaine. Je ne vous ai pas fait des points partout parce que sinon ça fait beaucoup de points. Mais voilà, une cinquantaine de ports sont ouverts. Et puis la France, n'oubliez pas, la France elle est très présente ici. Le joyau des colonies françaises, c'est vraiment l'Indochine. Et donc en fait, il y a toute une volonté de faire beaucoup de choses dans ce coin-là. Donc il y a beaucoup de ports ouverts
qui sont ouverts dans les terres. Hein. Le terme de port est peut-être pas bien choisi, mais on a des ports à la frontière de l'Indochine, du côté du Yunnan ou du Guangxi, qui sont ouverts. Et puis on a aussi cette ligne de chemin de fer qui va être construite entre Hanoï et Kunming, et qui existe encore aujourd'hui, c'est très sympa à voir, qui va être construite par les Français et administrée par les Français. Donc une sorte de territoire qui est enlevé à la souveraineté chinoise. Voilà, donc vous voyez toute la complexité des choses. On a des ports ouverts, on a des concessions, on en a 4, Tianjin, Shanghai, Hankou et Guangzhou. Et on a un territoire à Bai ici, qui est une sorte de colonie qui fait son pendant à Hong Kong, qui est directement administré par l'Indochine. Et puis on a ce chemin de fer qui appartient à la France. Donc vous voyez Et puis on a aussi, j'en ai pas parlé, on ne le voit pas sur la carte, mais on a aussi des canonnières qui se baladent sur le Yangtze et même sur la rivière des Perles du côté de Canton pour dire qu'on a la libre circulation. On est là aussi pour protéger les intérêts français dans la région. Et donc on a des bateaux français militaires qui vont circuler sur ces 2 fleuves chinois-là pour faire respecter les intérêts français de manière générale, si vous voulez. Voilà. C'est une liberté de navigation qui est en réalité ambiguë. Elle n'est pas dans les traités qui sont signés avec la Chine. On a le droit de naviguer jusqu'à Yichang, je crois, mais les bateaux vont quand même plus loin, etc. Parce qu'en fait, c'est des choses qui sont imposées par des rapports de force. Et j'aime bien cette photo-là. Donc ça, c'est une photo qui date de la première remontée française du Yangtze. Ça vient d'une collection privée. Et donc ça date de 1901, enfin 1902 pour cette photo-là, mais l'expédition dure entre 1901 et 1902. Là, ils sont du côté de Chongqing et on voit bien ce que c'est en fait. On a un missionnaire qui est là, on a les Français avec leurs casques coloniaux, etc. On a la femme du copilote qui est anglais en fait et qui aide à naviguer sur le Yangtze, etc. Et puis on a une partie de l'équipage qui est aussi chinoise parce que naviguer sur le Yangtze, il faut quand même du personnel aussi chinois. Donc voilà ce que c'est toute la complexité en fait des intérêts pour la France par exemple à l'époque des concessions. Et je vous parlais du chemin de fer tout à l'heure. Là, donc, on n'est pas très loin de la frontière aujourd'hui avec le Yunnan. Ça, c'est la gare de Bisojai dans le Yunnan. Donc, on n'est pas loin de la frontière avec le Yunnan. Vous pourriez trouver cette gare n'importe où en France. C'est des plans français, etc. Et voilà, même si la propriété du sol reste chinois, la concession d'exploitation, puisque tout ça a été financé par des capitaux français, les Français ont dit c'est à nous, et voilà. Et la durée prévue en fait de l'exploitation, normalement pour ce type de projet d'infrastructure, était jusqu'à la fin des emprunts. Donc ça pouvait être ad vitam aeternam dans l'esprit de certaines personnes. Mais voilà, la direction, l'administration, l'exploitation, les stations, les ateliers, tout ça a été dirigé par du personnel français, et chinois aussi bien évidemment, mais quand même français. Tout ça va finir, en fait les Japonais vont prendre possession de tout ça en 1943, je vous le fais très rapidement, et les Japonais ils vont le prendre en fait dès 1940 je crois, et les Japonais le rétrocéder aux autorités chinoises en 1943. Mais enfin, vrai contrôle chinois à partir de 1945. Et finalement, l'histoire s'est inversée, si vous voulez. Cette ligne de chemin de fer, elle a été très importante pour ravitailler les armées Viet Minh pendant la bataille de Dien Bien Phu. Et sans ça, ils n'auraient pas pu amener les canons qu'ils ont amenés pour bombarder Dien Bien Phu. Donc l'idée des Français au début du XXe siècle, c'était de pénétrer le Yunnan grâce à cette ligne de chemin de fer. Et finalement, les Français se sont fait mettre dehors de l'Indochine grâce aux Chinois qui étaient derrière et qui aidaient les Viet Minh, si vous voulez. Et le matériel était chinois et soviétique. 1954. Ok, alors, on se rapproche de la fin. Je me suis aussi amusé à faire une comparaison avec ce qui se passait au même moment au Japon, en Corée. Parce qu'en réalité, l'histoire est très proche, très très proche. On a exactement la même chose qui se passe. C'est à l'initiative des États-Unis pour l'ouverture forcée au commerce international. C'est l'initiative
des États-Unis qui vont forcer le Japon à signer une convention qui ouvre quelques ports. Donc c'est exactement le même principe. 1854, on a quelques ports qui sont forcés. Et puis ensuite, on a d'autres traités de commerce avec d'autres puissances comme le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Russie, la France, etc. qui vont avoir aussi accès à d'autres ports ouverts de la même façon. À la différence de la Chine, le Japon va se moderniser de façon très très rapide, mettre en place une armée moderne de façon assez rapide. C'est toutes les réformes Meiji que vous avez peut-être entendues. Et dès la fin en fait, du XXe siècle, en gros, les Japonais vont mettre fin à tous ces privilèges d'extraterritorialité, de liberté de commerce imposée, et ils vont mettre dehors les différentes unités militaires qui, comme dans les concessions à Shanghai, donc pour les Américains, les Français, les Britanniques, il y avait des unités militaires sur ces ports qui étaient ouverts au commerce avec les étrangers. Et tout, en fait, tout ça prend fin en 1899 au Japon. Donc il s'est passé à peu près la même histoire, elle a juste été un petit peu plus courte. Corée c'est intéressant parce que c'est aussi la même chose. On a aussi une ouverture forcée de la Corée qui était encore plus isolée que la Chine d'une certaine façon. Elle n'avait même pas de système de canton comme on l'a vu tout à l'heure. La Corée était totalement fermée à l'étranger. 1876, on a un traité qui force l'ouverture de 3 ports aux marchands japonais. Donc c'est les Japonais qui vont beaucoup pousser en Corée, mais pas que. 1882, en fait, on a des incidents avec l'Empire chinois, avec l'Empire Qing, qui vont forcer en fait les Coréens à avoir dans certaines villes, dans certains de ces ports-là, des quartiers qui sont réservés aux Chinois et aux commerçants chinois. Donc on a des débuts de concessions chinoises en Corée. Et puis ensuite, on va avoir d'autres puissances occidentales qui vont arriver, France, Royaume-Uni, États-Unis, etc. Mais la Corée va être petit à petit en réalité colonisée par les Japonais qui vont d'abord l'enlever de l'orbite chinoise formellement à la fin du 19e siècle. Et puis au début du 20e, ils vont faire une annexion formelle, 1910. La Corée va devenir un bout va devenir une colonie au sens propre du terme du Japon et va rentrer dans une autre histoire. Mais voilà, je trouvais ça assez intéressant. Vous voyez par exemple le port de Yokohama, qui est donc aujourd'hui c'est la banlieue de Tokyo, mais le port de Yokohama, si vous voulez, c'est pas, quand vous regardez une image comme ça, donc c'est des quartiers réservés pour faire, c'est une sorte de concession de la même façon pour faire du commerce pour les puissances occidentales. Et voilà, donc on trouve ça, on trouve ce type de quartier-là, donc pas uniquement en Chine, mais dans d'autres géographies. Et c'est assez intéressant de voir ce qui se passait au même moment. Début de la fin, la guerre sino-japonaise. Donc, Seconde Guerre mondiale, 1937, elle commence en 1937 pour la Chine. On a les Japonais en fait qui commencent de cette façon-là à prendre petit à petit possession des différentes concessions. Il y a une perte d'autonomie à ce moment-là. Les Japonais ne vont pas prendre possession des concessions immédiatement, ils vont attendre Pearl Harbor en réalité. Mais en décembre 1941, quand les Japonais attaquent Pearl Harbor, au même moment, ils vont prendre possession de la concession internationale à Shanghai, ils vont prendre possession des concessions, d'autres concessions sur le littoral chinois. Ils vont mettre les Anglais et les Américains en prison dans des camps tout le temps de la guerre. Et c'est aussi le moment, le même jour, ils vont attaquer Hong Kong. À Hong Kong, il va y avoir 2-3 semaines de combat où les Japonais vont prendre ensuite possession de Hong Kong. C'est en gros le début de la fin parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, que ce soit du côté des Alliés ou du côté des Japonais, il va y avoir des restitutions. On va dire que ça va être la fin du système des ports ouverts, des concessions, etc. Et les Japonais vont le faire en rétrocédant les concessions et les différents ports ouverts à la Chine, mais en les rétrocédant au gouvernement collaborationniste chinois. Mais côté anglo-américain, les concessions sont rétrocédées dans ce qu'on appelle, la promesse de la rétrocession est faite dans ce qu'on appelle la déclaration du Caire. Donc vous connaissez Yalta, vous en avez tous entendu parler, il y a eu d'autres conférences, il y a eu le Caire, il y a eu Téhéran aussi.
Le Caire, c'est la grande conférence entre la Chine, donc Chiang Kai-shek, les États-Unis, Roosevelt, et l'Empire britannique, Churchill. Et ils vont se mettre d'accord, en échange, bien évidemment, de continuer à avoir la Chine comme alliée durant la Seconde Guerre mondiale contre les Japonais. Ils vont promettre, en fait, aux Chinois d'abandonner les droits d'extraterritorialité dont on parlait tout à l'heure, et puis de restituer tous les privilèges occidentaux en Chine, et puis surtout de mettre de restituer un certain nombre d'îles qui ont été conquises par le Japon à partir de 1914 et même avant, puisque Taïwan est restitué à la Chine et ça date d'avant 1914. Et voilà. Et c'est aussi à cette conférence-là où on a le principe d'une Corée qui va devenir libre et indépendante à la fois du Japon et de la Chine, ce qui n'allait pas forcément de soi. Et c'est comme ça qu'après 1945, sur le Bund, on arrête de voir des drapeaux de puissances étrangères et beaucoup de drapeaux chinois. Sauf que le drapeau chinois à l'époque, c'est le drapeau de la République de Chine. Vous ne le montrez pas trop en dehors d'ici, mais en 1945, ce n'est pas le drapeau que vous connaissez, c'est encore le drapeau de la République de Chine. On passe rapidement, mais ça m'amuse parce que c'est une photo en couleur, c'est une des rares photos en couleur du Bund en 1945 et vous reconnaissez les bâtiments d'aujourd'hui, ça n'a pas changé. Voilà. Est-ce que c'est la fin? En réalité, pas tout à fait, ça finit pas. 1945, la Russie, il y a un pays qui va continuer à avoir un certain nombre de privilèges en Chine et ce pays, c'est l'Union soviétique de notre ami et de notre camarade Staline. Qu'est-ce qu'il fait Staline? Il fait un certain nombre de choses. Donc ça, c'est le traité qu'il signe dès le 14 août 1945. Donc là, on est juste on est avant même le 15 août où la Seconde Guerre mondiale s'arrête et le Japon est totalement soumis. Le 14 août, on a une signature à Moscou du premier traité d'alliance, d'amitié, d'alliance sino-soviétique. Donc c'est à l'époque avec le gouvernement de la République de Chine. Ce n'est pas encore la République populaire, mais en gros ça va être la même chose de toute façon. Donc on a les autorités chinoises qui signent avec les autorités soviétiques de l'époque, donc le camarade Staline, mais d'autres, vous avez Molotov par là-bas, qui signent un traité d'amitié où en fait l'Union soviétique va forcer un certain nombre de choses. D'abord, la Mongolie extérieure, qui appartenait à l'Empire chinois depuis plusieurs siècles, va être sortie de la souveraineté chinoise et devenir un État indépendant, à tel point qu'on parlait de la Mongolie comme une sorte de république soviétique. C'était, à cette époque-là, c'était devenu une sorte de satellite de l'Union soviétique. Donc, première chose qui est imposée à la Chine. Ensuite, on a l'exploitation du chemin de fer de la Mandchourie, donc c'est tout ce qui traverse le nord-est de la Chine, qui va continuer à être sous administration russe, donc c'est une administration conjointe, et ça va durer jusqu'après la proclamation de la République populaire de Chine. Donc ce privilège-là, il va aller jusqu'en 1952. Et puis, nos amis soviétiques, russes, vont avoir un bail, donc le même principe que ce qu'on a vu tout à l'heure, sur Port Arthur, parce qu'ils voulaient leur port en eau profonde et en eau chaude, donc à Dalian, jusqu'en 1955. Donc on a des privilèges comme ça, imposés par une puissance étrangère, jusqu'au début en réalité de la République populaire de Chine. Donc Mongolie extérieure, ici, il reste la Mongolie extérieure, mais vous voyez le chemin de fer dont je parlais tout à l'heure, il y a deux tronçons. Donc il y a un tronçon qui va de ce côté-là de la Russie et qui va jusqu'à Vladivostok et qui est quand même beaucoup plus rapide que cette partie-là du transsibérien et auquel les Russes tenaient beaucoup. Et puis il y a aussi ce tronçon qu'on appelle le transmanchourien sud qui va jusqu'au port de Dalian qui était extrêmement important pour les soviétiques. Voilà, il faut aussi se mettre dans le contexte de l'époque. On a la guerre de Corée qui va commencer au début des années 50 ici. Mais voilà, on a quand même la Russie soviétique qui va continuer à profiter de la Chine quelques années, jusqu'à la rupture en réalité entre la République populaire de Mao et Khrouchtchev ensuite à la fin des années 50. Voilà. Après la fin formelle du système, vous connaissez la fin de Hong Kong le 1er juillet 1997 et puis ensuite, un peu moins, ça a fait un peu moins la une des journaux, mais le 20 décembre 1999, on a la rétrocession de Macao ensuite. Donc, on arrive à la conclusion. Ce qu'on peut voir
en réalité, c'est qu'on a une multitude on a plein de choses qui cohabitent en réalité. On n'a pas quelque chose de spécifique qui rentre dans une catégorie, et puis ça c'est une concession, ça c'est une colonie, etc. En réalité, on a un niveau d'autonomie qui est plus ou moins important. On a des ports ouverts, comme on a vu tout à l'heure, qui sont juste des ports en fait qui sont ouverts où les étrangers ont le droit de venir faire du commerce. Ça c'est l'exemple de Fuzhou, où il n'y a jamais eu de concession, il n'y a jamais eu de territoire qui était sous administration étrangère. On a des villes où, par contre, il y avait un petit quartier qui était géré de façon autonome par des étrangers. Donc ça, c'est l'exemple de Shanghai. On a vu, c'était Tianjin, etc., etc. Là, avec leur propre police, leurs impôts, etc., ils s'auto-administraient. Des fois, on a des territoires encore plus grands que juste des quartiers dans une ville, qui pouvaient être des territoires stratégiques. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec Diaozhou, tout le territoire autour de Qingdao, qui était géré directement par les Allemands. Mais ça pouvait être aussi des zones ferroviaires, par exemple, quand des pays construisaient des lignes de chemin de fer. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, on a eu des cessions à perpétuité. Donc ça, c'est le cas de Hong Kong, là on avait une cession à perpétuité, une cession de souveraineté de façon totalement formelle. Ça, c'est par exemple le cas de Hong Kong. Mais vous voyez, entre ces différents exemples et ces différentes catégories, on a plein de choses qui sont intermédiaires en réalité. Il n'y a pas une réalité qui colle dans une case. On a plein de réalités qui vont un peu à côté, un peu à droite, un peu à gauche, etc. Voilà, j'ai tenu mon temps, c'est pas mal. C'était ce que je voulais vous présenter ce soir pour vous montrer la complexité de la chose. En réalité, ce n'est pas quelque chose de simple. J'ai essayé de le simplifier sans que ça soit trop simpliste, j'espère, pour vous montrer tout ce qui a existé en gros pendant un siècle, entre 1840 et quelques et 1940, 50 et quelques, on va dire. Voilà.